C'est au Châteauneuf de Saint-Germain, élégante demeure royale dominant la Seine, que naît Louis XIV le 5 septembre 1638. Les premières douleurs de l'accouchement saisissent la reine Anne d'Autriche dans la nuit du 4 septembre. Selon la tradition, elle donne naissance à l'héritier du trône en présence des princes et grands officiers de la couronne. Louis XIII, malgré sa fièvre, se tenait là, rongé d'angoisse. Vers 11h du matin, la dame d'honneur lui annonce la naissance d'un garçon. « C'est un dauphin !» proclame-t-on avec jubilation. Le roi, transporté d'émotion, s'agenouille pour remercier Dieu. Gaston d'Orléans, frère du roi, dissimule mal sa déception de se voir relégué au second rang dans l'ordre de succession. La nouvelle de cette naissance se répand comme une traînée de poudre. Les cloches des églises sonnent à toute volée dans tout le royaume. Pendant 3 jours, Paris et Saint-Germain s'abandonnent à des festivités exceptionnelles. Danses, feux de joie, fontaines de vin, Te Deum, processions de reliques et illuminations à chaque fenêtre. Le cardinal de Richelieu, alors à Saint-Quentin avec les troupes, exprime une joie sincère, prédisant que Dieu avait donné cet enfant au monde pour de grandes choses. Le robuste bambin, surnommé Louis Dieudonné, tant sa venue semble une grâce divine, épuise rapidement 7 nourrices par son appétit vorace, au point que l'ambassadeur de Suède conseille aux pays voisins de se précautionner d'une rapacité si précoce. Cette naissance tant attendue est un événement majeur qui comble les Français de joie. Elle promet d'assurer la pérennité dynastique et de mettre fin aux cabales qui avaient miné le pouvoir royal. Mais que d'obstacles avaient dû être surmontés avant d'en arriver là. À la conquête de l'histoire. Louis XIII, que nous connaissons par les portraits de Philippe de Champaigne, était un homme solitaire et mélancolique, marqué par l'assassinat de son père et le manque d'affection maternelle. Il apaisait sa tristesse chronique par la chasse et les voyages. Malgré ses goûts simples, il défendait avec intransigeance la dignité de sa fonction. Anne d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne, formait le parfait contraste avec son époux. Vivante et coquette, appréciant le luxe et le raffinement, elle se distinguait par sa peau d'albâtre, ses yeux verts expressifs et ses mains d'une finesse légendaire. Profondément pieuse, sa vie était rythmée par des dévotions et les visites au couvent. Comment 2 êtres si dissemblables auraient-ils pu s'entendre ? Fiancés dès l'âge de 10 ans, ils furent mariés 3 ans et demi plus tard, en octobre 1615, et contraints de consommer leur union le soir même de leur première rencontre, devant une foule de témoins. Expérience traumatisante pour les 2 jeunes gens. La position d'Anne devient précaire quand on la soupçonne de stérilité. Pendant 22 ans, elle fait plusieurs fausses couches, sans parvenir à donner un héritier à la couronne. La mésentente conjugale s'aggrave pour des raisons politiques. Anne, infante d'Espagne, désapprouve la lutte contre ses cousins Habsbourg d'Autriche, menée par Richelieu. Elle déteste ce ministre autoritaire. L'affaire Buckingham, lors de laquelle on prétend que la reine a une liaison avec l'ambassadeur anglais, éveille la jalousie du roi et marque le début d'une véritable persécution. Traitée en étrangère, délaissée par son mari, constamment humiliée, la reine glisse vers l'intrigue. Ce qui commence par de simples cachotteries dérive vers des actes frôlant la haute trahison. En 1635, lorsqu'éclate la guerre entre la France, l'Espagne et l'empereur, elle continue ses correspondances clandestines avec son frère Philippe IV et d'autres ennemis de la France. Ces lettres chiffrées transitent par le Val-de-Grâce, où la reine se rend pour des retraites religieuses. Richelieu, dont les espions infiltrent la cour, découvre bientôt le pot aux roses
et réagit vivement. Perquisition au couvent et fouille minutieuse des appartements de la reine. On raconte même que le chancelier Séguier pousse l'audace jusqu'à fouiller son corsage pour y chercher une lettre. Au bord de la répudiation, Anne finit par rédiger des aveux écrits, reconnaissant ses mensonges et promettant de ne plus recommencer. Le roi annote ce document, s'engageant à oublier le passé et à vivre comme un bon roi et bon mari doit le faire avec sa femme. Pacte qui ressemble davantage à un traité entre puissances ennemies qu'à une réconciliation conjugale. À ce moment-là, le royaume de France se trouvait donc dans une situation critique. Si Louis XIII venait à mourir sans héritier, son frère Gaston d'Orléans lui succéderait. Un prince léger, veule, fauteur de troubles, velléitaire et conspirateur impénitent. Avec lui sur le trône, l'œuvre de redressement menée par Richelieu serait anéantie. Capitulation face à l'Espagne à l'extérieur, royaume vendu aux grands à l'intérieur. Le cardinal aborde certainement ce sujet délicat avec le roi. Quels que soient ses griefs, Louis doit se réconcilier avec la reine dans l'intérêt de l'État. Anne d'Autriche, de son côté, comprend qu'avoir un enfant est le meilleur moyen de mettre fin à son cauchemar et de sécuriser sa position. Elle multiplie dévotions et pèlerinages, ne sachant plus à quel saint se vouer, sainte Anne, saint François, saint Léonard. Et enfin, début février 1638, la Gazette annonce une très heureuse nouvelle. La reine Anne, après 22 ans d'union stérile, est enceinte. Une légende tenace attribue la conception de Louis XIV à une nuit d'orage de décembre 1637, où le roi, ne pouvant rejoindre Saint-Maur, aurait été contraint de passer la nuit au Louvre auprès de la reine. La chronologie dément cette version. Selon le médecin royal Bouvard, la grossesse remonte au 23 ou 30 novembre. Cette dernière date étant retenue par Louis XIII dans une lettre à Richelieu. D'autres rumeurs fantaisistes circulent sur la paternité de l'enfant. Ni Richelieu, ni Mazarin, alors en Italie, ni aucun rival imaginaire du roi n'en est le père. Les analyses génétiques récentes l'ont d'ailleurs démontré. Louis XIV est bien le fils de Louis XIII. L'hypothèse de l'adultère est intenable. L'extrême piété d'Anne s'y oppose. Et après l'affaire du Val-de-Grâce, elle est surveillée jour et nuit. D'ailleurs, le jaloux Louis XIII ne doute jamais de sa paternité. Cette attente fervente s'inscrit dans le renouveau religieux de la contre-réforme, porté par des figures comme le cardinal de Bérulle, Jean Eudes, le père Olivier, François de Sales et Vincent de Paul. Elle répond aussi à une situation politique délicate. La France affronte deux princes catholiques, tout en s'alliant avec la Suède protestante, troublant les esprits et les dévots. La naissance royale vient conforter la politique de la raison d'État et prouve que l'Espagne n'a pas le monopole de la cause de Dieu. Pour Anne d'Autriche, tout change. Ayant donné un dauphin à la France, elle occupe désormais une place privilégiée. Son comportement se modifie. Plus de coquetterie, d'enfantillage ou de menées souterraines. Elle se réconcilie même avec le cardinal, du moins en apparence. Puis, le 21 septembre 1640, elle donne naissance à un second fils, le futur Philippe d'Orléans. Pourtant, l'ère des soupçons n'est pas close. La reine subit toujours la méfiance de son mari et l'hostilité du cardinal, qui surveille étroitement l'éducation de l'héritier. Le petit Louis, vivant dans les jupes de sa mère, s'effarouche à la vue de son père, ce qui, au lieu d'amuser Louis XIII, éveille sa jalousie au point qu'il envisage d'éloigner l'enfant de la reine. Le 4 décembre 1642, le cardinal de Richelieu s'éteint. À cette nouvelle, le peuple allume des feux de joie. Anne pousse un soupir de soulagement. Louis XIII en profite pour rappeler ses anciens proscrits, notamment César de Vendôme et ses fils, mais garde la même politique et ne nomme pas de nouveau Premier ministre. Au Conseil d'État, il se contente d'adjoindre le cardinal Mazarin, proche collaborateur de Richelieu. En avril 1643, à la démission de Sublet de Noyer, le roi nomme Michel Letellier protégé de Mazarin.
Cette nomination marque l'arrivée d'une figure qui deviendra l'un des principaux collaborateurs de Louis XIV pendant plus de 42 ans. Issu d'une famille de bourgeois parisiens anoblis en 1545, Le Tellier a tissé d'importants liens avec des familles proches du pouvoir. Son expérience comme intendant de l'armée de Piémont lui a fourni un apprentissage exceptionnel de l'administration militaire. Avec lui commence le règne des dynasties bourgeoises. Louis XIII, rongé par la tuberculose, sent sa fin approcher. Le 20 avril 1643, il convoque à Saint-Germain son frère, le prince de Condé, les ministres et les grands officiers pour leur faire part de ses décisions. Il confère la régence à la reine, mais institue un conseil souverain de la régence, qui à la majorité doit décider des grandes orientations du royaume. Cette création vise à assurer la continuité de l'œuvre de Richelieu et à limiter l'autorité de la reine. Le 21 avril, dans la chapelle du château, le dauphin est baptisé avec la princesse de Condé comme marraine et le cardinal Mazarin comme parrain. Choix symbolique, unissant par des liens sacrés celui que Louis XIII considère comme les meilleurs élèves du grand cardinal à la famille royale. C'est là que se place la fameuse anecdote du roi demandant à son fils « Comment vous appelez-vous à présent ?» et l'enfant de répondre « Louis XIV, mon papa. »« Pas encore, mon fils, pas encore. Mais ce sera peut-être bientôt, si c'est la volonté de Dieu. » Et effectivement, après une agonie de 6 semaines, Louis XIII rend son âme à Dieu le 14 mai 1643. Anne d'Autriche, son épouse, pleure sincèrement cette disparition, étonnée elle-même par sa propre douleur. Avant de mourir, le roi lui fait promettre de s'appuyer sur Mazarin, et surtout de tenir éloignée Madame de Chevreuse, cette peste qu'il déteste tant. Le jeune Louis XIV, âgé d'à peine 4 ans et 8 mois, reçoit immédiatement les hommages de la cour. La métamorphose d'Anne d'Autriche est spectaculaire. Cette femme, qui avait longtemps conspiré contre son pays d'adoption, se transforme soudainement. L'instinct maternel éveille en elle la fibre patriotique, et son accession à la régence lui confère un sens aigu de l'État. Désormais, sa mission sacrée est de préserver intact le royaume pour son fils. Elle comprend maintenant que ceux qui avaient servi Richelieu servaient en réalité l'État, tandis que les intrigants d'hier risquent de devenir les comploteurs de demain. Le voyage du jeune roi de Saint-Germain à Paris est triomphal. Il faut 7 heures au cortège royal pour arriver à destination, tant la foule est nombreuse et enthousiaste. Le 18 mai, lors d'un lit de justice solennel, Anne obtient du Parlement l'administration libre, absolue et entière des affaires du royaume. C'est sa revanche personnelle. À la stupéfaction générale, elle choisit comme principal ministre le cardinal Mazarin, un homme du clan Richelieu. Né en 1602 dans les Abruzzes, Giulio Mazarini vient d'une famille modeste qui s'est récemment élevée socialement. Après des études chez les jésuites et un doctorat en droit, il commence une carrière militaire, avant de se tourner vers la diplomatie. En 1630, il rencontre pour la première fois Louis XIII et Richelieu. Sa médiation courageuse devant la place forte de Casale, criant « Pace, pace » entre les deux armées prêtes à s'affronter, le propulse sur la scène internationale. Devenu ensuite ecclésiastique, il occupe diverses fonctions diplomatiques avant d'être naturalisé français en 1638 et nommé cardinal en 1641. Giulio Mazarini, devenu Jules Mazarin, s'installe alors auprès de Richelieu, qui est ébahi par ses talents de négociateur, son habileté et sa virtuosité. Le choix de Mazarin par Anne est habile. Entre la mort de Richelieu et celle de Louis XIII, Mazarin a su conquérir l'entourage catholique de la reine. Séduisant, cultivé, sans attache aux grandes familles françaises, il apparaît comme un homme d'église favorable à la paix et capable de dialoguer avec les Espagnols. L'unanimité se fait autour de son nom, y compris parmi les conseillers les plus proches de la reine. Anne et Jules forment d'abord un couple politique. 2 étrangers, une Espagnole et un Italien,
gouvernant la France, unis par la mission de défendre l'État et protéger l'enfant roi. Les sentiments apparaissent ensuite. Leur correspondance révèle des formules passionnées, des cris presque sensuels. Furtilamment, les historiens divergent, mais l'exceptionnelle piété d'Anne rend cette hypothèse peu probable, d'autant que Mazarin était parrain de Louis XIV, ce qui aurait rendu la liaison entre la reine et le cardinal incestueuse aux yeux de l'Église. La régence débute sous d'excellents auspices, avec la victoire magistrale de Rocroi remportée contre les tercios espagnols par le jeune duc d'Enghien, futur Grand Condé, le 19 mai 1643. Cette bataille, suivie par la prise de Thionville, dessert l'étau habsbourgeois autour de la France. Le pays peut enfin respirer, libéré des échafauds et des persécutions. La reine, attentionnée envers ses enfants, semble incarner une ère nouvelle. La reine est si bonne devient le leitmotiv de l'époque. Le 7 octobre 1643, la cour s'installe au palais cardinal, rebaptisé palais royal. Une équipe gouvernementale solide est en place, avec Séguier comme chancelier, mais la situation financière du royaume demeure préoccupante. La guerre contre l'Espagne épuise le trésor, les impôts rentrent mal, et 4 années de recettes fiscales sont consommées d'avance. Dans l'univers royal du XVIIe siècle, l'éducation d'un roi ne ressemble en rien à celle d'un enfant ordinaire. Pour le jeune Louis XIV, cette expérience unique façonne profondément son caractère. Dès ses premières années, il vit entouré d'un cercle de respect et de silence qui l'isole dans sa condition sacrée, créant une solitude psychologique parfois écrasante. La vie royale lui impose une discipline rigoureuse. Réception d'ambassadeurs, lit de justice, inspection militaire, cérémonies religieuses. Autant d'obligations longues et fastidieuses pour un enfant. Louis n'est pas simplement tenu de jouer un rôle. Il doit s'identifier pleinement à sa fonction à chaque instant, sacrifiant sa vie privée au profit de sa dimension publique. Un prince de cet âge n'alterne pas entre deux personnalités. Il incarne la royauté en permanence, étant simultanément enfant et roi. Reconstituer précisément la formation psychologique du jeune monarque reste difficile. Les sources sont moins riches que pour son père, Louis XIII, dont le journal d'Héroard consigne minutieusement comportement et paroles d'enfant. Pour Louis XIV, nous disposons essentiellement des écrits de ses valets de chambre. Dans le développement psychologique du jeune Louis, l'absence du père joue un rôle déterminant. De Louis XIII, disparu trop tôt, il ne conserve qu'un souvenir lointain. Rien dans son entourage n'entretient le culte paternel, ni ne l'invite à tirer des enseignements de son règne. Les rares mentions que Louis XIV fera de son père au cours de sa vie, une seule référence dans ses mémoires pour le dauphin, témoignent d'une certaine indifférence plutôt que d'une vénération filiale. En revanche, l'influence maternelle est considérable. Anne d'Autriche voue à son fils aîné une tendresse profonde et authentique. Le dauphin ne manque jamais d'affection. Dans sa petite enfance, la reine s'occupe activement de lui, l'emmenant en promenade dans le parc de Saint-Germain et partageant ses jeux. Lorsqu'en novembre 1647, atteint de la petite vérole, Louis semble en danger de mort, elle est bouleversée. Cette relation privilégiée marque durablement le jeune roi, qui en retour éprouve pour sa mère une sincère affection. L'empreinte d'Anne sur son fils se manifeste particulièrement dans 2 domaines, religieux et politique. Elle s'attache à développer chez lui de solides qualités morales, inculquant le respect des principes, l'horreur du blasphème et du mensonge. Passionnément attachée à l'autorité souveraine et absolue des rois, elle nourrit dans le cœur de son fils l'orgueil monarchique, la fierté intraitable et le mépris des factieux, traits qui contrastent avec la douceur et l'esprit de conciliation de Mazarin. Si Louis possède déjà naturellement un caractère impétueux et entier, l'exemple maternel pendant la Fronde ne fait que renforcer ses dispositions. Cependant, stricte sur l'éducation morale et religieuse, Anne se montre plus indulgente dans la vie quotidienne,
ne contrariant guère ses caprices ni sa vanité naturelle. Suivant les usages de l'époque, Louis reste sous la garde des femmes jusqu'à l'âge de 7 ans. Sa surveillance n'est pas toujours rigoureuse. On le surprend à jouer avec Marie, la petite fille d'une femme de chambre de la reine, pour qui il fait le page et le valet de pied, portant sa traîne, la poussant dans une chaise et tenant le flambeau devant elle. Lorsqu'Anne d'Autriche découvre ce jeu, elle réprimande son fils. Un roi ne saurait imiter les domestiques. Le caractère du petit Louis se distingue par un sérieux et une gravité remarquables. Parfois même une langueur qui contraste avec la vivacité de son frère Philippe. Ses compagnons se plaignent qu'il rit peu. N'est-il pas trop raisonnable pour son âge ? Pourtant, il manifeste un bon cœur et une générosité naturelle. C'est globalement un enfant facile, obéissant, aimable et gracieux. On remarque déjà sa patience exceptionnelle et sa maîtrise de soi. Il n'est cependant pas un ange. Des querelles éclatent parfois avec son frère, comme en témoigne Laporte, le valet de chambre, qui assiste à une mémorable bataille où crachats et urine servent d'armes avant que les deux princes n'en viennent aux mains, le maréchal de Villeroy devant intervenir pour les séparer. La question de l'éducation de Louis XIV est primordiale, puisqu'elle conditionne l'avenir du pays. À chaque naissance royale fleurissent traités, ouvrages éducatifs et manuels pédagogiques esquissant le portrait du prince parfait. Ce genre littéraire, au-delà des lieux communs, révèle les méthodes proposées pour instruire le dauphin et la conception même de la fonction royale. Ces institutions insistent moins sur le droit divin que sur l'importance de la formation, dessinant l'idéal d'un prince pieux, vertueux, modéré dans ses passions, politiquement sage, juste, clément et tempéré. Les ouvrages destinés à Louis XIV s'inscrivent dans cette tradition. À la mort de Louis XIII, rien n'a été prévu pour l'éducation de l'enfant roi. En mai 1644, l'abbé Ardouin de Beaumont de Péréfixe, ancien camérier de Richelieu et futur archevêque de Paris, est nommé précepteur. L'abbé de Péréfixe enseigne au roi le latin tout en lui inculquant la morale. La Bibliothèque nationale conserve un recueil des thèmes écrits de la main de Louis, composé de 43 maximes dont la première affirme « Je sais que le principal devoir d'un prince chrétien est de servir Dieu et que la piété est le fondement de toutes les vertus royales. » Louis atteint un niveau convenable en latin, traduisant à 13 ans quelques chapitres des commentaires de César. L'histoire lui est également enseignée. Péréfixe rédigeant à son attention une importante histoire du roi Henri le Grand. Une légende, accréditée par Louis lui-même et reprise avec malice par Saint-Simon, prétend que son éducation fut totalement négligée. À peine apprend-on au roi à lire et à écrire, affirme ce dernier, et il demeurera tellement ignorant que les choses les plus communes d'histoire, d'événements, de fortune, de conduite, de naissance, de loi, il n'en sut jamais un mot. Ces médisances visent à dénigrer l'œuvre de Mazarin. En réalité, Louis reçoit une solide éducation, quoique moins approfondie qu'on aurait pu l'espérer. Le jeune roi n'est pas particulièrement studieux, préférant la danse, les promenades et les exercices physiques. Pourtant, Saint-Simon se trompe en stigmatisant son ignorance. Louis compense rapidement ses lacunes par une observation attentive et une mémoire exceptionnelle. S'il manifeste peu d'intérêt pour l'enseignement livresque, il témoigne d'une grande curiosité pour la vie. Il apprécie l'histoire de France, que lui lit Laporte le soir avant que ne s'éteigne la chandelle. Plus tard, Louis regrettera de n'avoir pas reçu une formation théorique et classique plus solide, non par orgueil, mais par une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis des intellectuels. Musicalement, il prend quelques leçons de guitare et de luth, mais y montre des aptitudes moyennes. En revanche, il excelle dans la danse, faisant ses débuts comme danseur seul dans le ballet de Cassandre à l'âge de 13 ans. Les exercices physiques constituent un volet essentiel de son éducation. L'objectif n'étant pas de former un érudit, mais un homme accompli. Dans ce domaine, Louis se sent particulièrement à l'aise.
Très jeune, il apprend l'équitation avec l'un des maîtres les plus réputés de son temps, Arnold Finis. Aimant la vie au grand air, il excelle dans tous les exercices. Il pratique la paume et surtout la chasse, sport favori des Bourbons. Enfant, il tire les moineaux aux Tuileries avec une petite arquebuse fabriquée par son père. On l'emmène s'exercer dans la plaine de Grenelle, puis lorsqu'il s'est monté à cheval, il chasse au bois de Boulogne et de Vincennes. Son éducation militaire est primordiale, car à cette époque, le souverain n'est pas seulement un roi justicier, mais un roi de guerre, la fonction militaire faisant partie intégrante de la souveraineté. Cet aspect constituera l'un des traits essentiels de l'absolutisme français jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Louis a donc un maître pour enseigner les exercices de guerre, le sieur de Bretonville. Tout jeune enfant, il parade déjà dans la grande galerie du Louvre avec ses compagnons, vêtus d'une longue robe bleue ornée de boutons de perles. Une écharpe de soie blanche frangée d'or, une fine épée d'argent au côté et une pique miniature à la main. Ces jouets reflètent cette orientation martiale. Pistolets et fusils miniatures, modèles réduits de canons, collection de soldats d'argent. À 7 ans commence l'instruction militaire sérieuse. Un maître d'armes, Vincent de Saint-Ange, lui enseigne le maniement de l'épée, tandis que Bretonville lui apprend à manier la pique et à tirer avec des armes véritables adaptées à sa taille. Mazarin lui fait passer en revue les troupes et lui communique le goût des parades militaires. À 9 ans, le cardinal lui fait construire un fort miniature dans les jardins du Palais Royal, avec enceinte bastonnée et demi-lune. Louis adore jouer aux soldats. La fleur est son nom de guerre. Avec ses compagnons, il part fourrager dans les bosquets voisins avant de se livrer à des simulations de siège et d'assaut au milieu de nuages de poudre. Mais bientôt, la fronde s'annonce, et les jeux d'enfants vont céder la place à de plus graves réalités. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.